Bonsoir Amayad. Bonsoir. Ça va? Oui, non, mais je me remets de cet éditorial. Vous allez pouvoir y répondre tout de suite. Un mot déjà de ce qui se passe dans les rues de France, ce qui s'est passé hier, avant-hier, aujourd'hui aussi. Que dites-vous à ces jeunes qui manifestent dans les rues? Je ne parle pas de ceux qui cassent, mais ceux qui manifestent. Vous leur dites quoi? Rentrer dans vos lycées? C'est là que se construit l'avenir? Quand vous avez dit les jeunes, je n'ai pas pensé automatiquement aux casseurs, ce qui est la tradition habituelle. Mais ce que je leur dis, c'est que on est à l'écoute. Et je pense qu'il faut les écouter. Les jeunes ont des choses à dire. Il ne faut pas balayer leurs revendications ou leurs inquiétudes ou leurs aspirations d'un revers de la main. L'invocation même de l'idée d'instrumentalisation me semble insuffisante. Tous vos collègues l'ont dit, ça du gouvernement. Certes, il y a effectivement des organisations syndicales, étudiantes de gauche. Le NPA, on sait aussi, distribue beaucoup de tracts. Mais je crois qu'il faut quand même écouter les revendications. Je trouve que leur mobilisation parle davantage de l'inquiétude qu'ils ressentent pour leur avenir que pour la question des retraites, dont je pense qu'elle va dans leurs intérêts, puisque ce n'est pas parce que les seniors sont maintenus sur le marché du travail que cela signifie automatiquement qu'ils pourraient être remplacés par des jeunes. Ce n'est pas les mêmes emplois, ce n'est pas la même formation, ce n'est pas la même rémunération. Et la Suède est l'exemple même qu'on peut avoir un taux d'emploi des seniors de 70% et un taux d'emploi des jeunes important aussi. Claude? J'étais curieux de savoir, j'inverse la question de Nicolas. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues au gouvernement pour leur expliquer pourquoi les jeunes sont contre eux? Mais je ne suis pas en dehors du gouvernement au point de m'adresser à eux comme une entité extérieure. Mais vous avez l'air plus lucide que vos collègues sur les raisons de la colère des jeunes. Ils sont inquiets, Est-ce que on vous les pouvez comprend. expliquer à vos collègues à la table du gouvernement pourquoi les jeunes sont dans la rue? Est-ce que c'est facile de leur faire comprendre? C'est pas à moi d'expliquer quoi que ce soit. Je pense qu'il suffit juste d'entendre, d'écouter. Et la jeunesse, c'est vrai qu'elle est éloignée de la classe politique. 2/3 des jeunes ne font pas confiance aux hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et est-ce que la classe politique est éloignée des jeunes? Pardonnez-moi Ramayad, j'inverse le processus. Est-ce que les politiques... C'est la double inversion là. Est-ce que les politiques, vos collègues, sont éloignés des jeunes Ramayad. Les politiques en général, je pense que y a un fossé mais c'est pas lié à ce gouvernement-là. Ça fait 20 ans que ça dure. Il y a eu la gauche qui, à un moment donné, avec la génération Mitterrand, on entre dans la lumière, tout ça, les radios libres, la fête de la musique, qui avait séduit les jeunes par l'amusement, par le bon plaisir. Et puis cette gauche festive a tourné la page. Et quant à la droite, elle n'est pas réputée proche des jeunes et parce qu'elle est vue comme patrimoniale, bouclier fiscal, and so on. Mais en même temps, ce gouvernement-là a fait des choses pour les jeunes. Quand je pense à l'autonomie des universités, au service civique, quand je pense au RSA, il y a des mesures. Mais simplement, je crois qu'il faut présenter ces mesures non pas comme une nécessité de la réforme, pour la réforme, mais il faut dire que c'est fait pour des gens. Et ces gens, en l'occurrence, ce sont les jeunes. Et les jeunes... Ils vous croient pas, Pardon? Ils vous croient pas. Moi, je trouve Toutes les enquêtes sociologiques démontrent qu'il y a un sentiment de désespoir immense de 16 à 30, 35 ans. J'ai écrit un livre pour dire que notre jeunesse est la plus pessimiste d'Europe. Beaucoup trouvent ce diagnostic dur et sombre, mais je pense qu'il est réaliste. C'est bien documenté depuis longtemps en plus, donc il y a un vrai problème structurel de la France et de ses jeunes. Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, je ne peux pas admettre qu'elle soit la plus pessimiste d'Europe, alors que les jeunes Espagnols qui connaissent 40% vous faites de la chômage, politique, Ramayad, vous êtes au gouvernement. Qu'est-ce que vous faites alors pour régler ce problème au lieu de sortir de votre chapeau? Je vous ai parlé d'abord de ce qu'a fait le gouvernement, mais cette fois en l'accompagnant du discours de la finalité de ces réformes-là, que ce soit le service civique qui a quand même un grand succès, l'autonomie de diversité, la réforme des lycées. Il y a des choses qui ont été faites, mais simplement il faut accompagner cela d'un discours pour dire c'est pour les jeunes, c'est pas juste pour réformer. Pour ou avec? C'est pour ou avec? Est-ce que c'est vous parliez anglais tout à l'heure là, and so on. C'est du top-down ou du bottom-up? Est-ce qu'il faut faire avec les jeunes ou pour les jeunes? Moi, c'est pas la même chose. Je crois que l'écoute est importante. J'ai écrit une lettre à la jeunesse en me basant sur ce qu'ils disent. Et je crois qu'il est important aujourd'hui, à défaut de l'avoir fait il y a 15 ans, de faire un pacte national pour la jeunesse de France. Nicolas Sarkozy l'a lu, votre livre? Je ne sais pas, je lui ai envoyé. Pas de retour? Si, il a accusé réception. C'est faible, il vous a dit « Rama, quel bon bouquin, je vais tout changer ». Mais il m'a dit qu'il allait le lire. Bon, François Fillon a-t-il lu votre livre? Je lui ai envoyé aussi et je ne sais pas, moi je ne sais pas si vont le lire. On va pas faire la liste du gouvernement. Lequel de vos collègues l'avez-vous pas envoyé? Vous l'avez envoyé à Brice Hortefeux? Non.
Non, parce que j'avais un stock et j'en avais plus. Et donc, je l'ai envoyé à ceux qui sont aux prises directement sur les questions de jeunesse sous l'angle, avec l'angle dans lequel je les aborde. Je pense par exemple à Valérie Pécresse pour l'enseignement supérieur, Luc Châtel, Marc-Philippe Daubresse. Non, parce que je peux le faire. Hein, mais je pense que... Non, vous faites ce que vous voulez. Hein, moi, je le note simplement. Claude. Tout à l'heure, Brice Hortefeux a été pris à partie par des jeunes. Alors qu'il était en visite de terrain à Lyon, il leur a répondu, je cite, « La France n'appartient pas aux caillasseurs ». Est-ce que c'est, selon vous, une maladresse, un dérapage ou quelque chose de parfaitement banal et logique? Si ce sont des caillasseurs qui se sont adressés à lui, il est normal qu'il leur tienne un langage de vérité. Vous savez, la jeunesse... La France, selon vous, la France n'appartient pas à ceux qui caillassent? Vous trouvez que c'est normal de brûler des voitures et de détruire des abribus? Et est-ce qu'on n'en est plus français pour autant? Vous le prenez sous cet angle-là, mais c'est pas une question d'être français ou pas français. C'est une question que, français ou pas, on n'a pas le droit de brûler des voitures par exemple à Nanterre, ça s'est passé. Et les voitures qui ont été brûlées, c'était pas celles de Brice Hortefeux ou de la police, mais de gens tout à fait qui passaient par là et qui se sont retrouvés victimes de cela. Vous n'avez pas l'impression que de temps en temps, certains de vos collègues ou la parole officielle dérapent vers la catégorisation des gens en vrais français ou français moins vrais? Mais je ne pense pas, dans ce que vous venez de me dire, qu'il s'agissait d'un discours qui différenciait des catégories de citoyens. Je veux dire, un caillasseur en face, qui soit blanc, français issu de l'immigration, français canal historique, c'est pareil, un casseur est un casseur. Voilà. Et je ne pense pas qu'il faille y voir... Aucun doute sur ce qui se passe autour de vous depuis le discours de Grenoble, la politique autour des Roms, aucun doute. Nassiège Ramayad, immigré, né au Sénégal et noir. Écoutez, moi, je trouve que la politique de sécurité dans un pays, c'est quelque chose de légitime. C'est même dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que lorsqu'on nie les problèmes de sécurité, on a des catastrophes politiques, CF 21 avril 2002, que des choses ont été faites et qui ont permis de baisser de 20% à peu près les crimes et délits, mais simplement la délinquance change de forme, évolue, il faut s'y adapter. Une fois que j'ai dit cela, je n'accepte pas non plus les dérapages verbaux ou l'association directe entre immigration et délinquance, parce qu'effectivement, j'ai cette histoire-là, mais aussi, mais pas seulement, il y a une sensibilité personnelle, mais en tant que responsable politique, j'ai été secrétaire aux droits de l'homme, je sais le poids des mots, et je suis aussi soucieuse de la cohésion de notre nation. Et ceux de Jean-Paul Guerlain, les mots sur les nègres et le travail, vous les avez reçus comment ? Avec beaucoup de lassitude, en me demandant quand est-ce que ça cessera. Terminer sa vie ainsi, c'est une sorte de naufrage. Et, peu de réactions en France. Moi, j'ai réagi sur mon blog personnel. Mais pas d'émoi ou de scandale de la classe politique. Rien appris, tout oublié. C'est pour moi, on est au summum de... On a dit sénilité, mais est-ce vraiment cela? C'est peut-être, sans doute, ou très certainement, la bêtise humaine de ceux qui n'ont pas compris l'évolution du monde. Ce que disait Nicolas, ce qui pose problème, c'est lui ou notre silence médiatique, le silence des politiques après son dérapage? Je vous invite à en parler, parce que moi, j'ai été très choquée. Et je trouve cela scandaleux, qu'on n'en parle pas plus. Et j'ai reçu, comme une gifle supplémentaire, ce communiqué méprisant, disant qu'il le regrette pour ceux qui ont pu se sentir blessés, On en reste là. Merci Ramayad, Merci. Secrétaire d'État au sport. Je précise que Brice Hortefeux sera demain à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, évidemment. Je lui envoie mon livre avant demain matin. Oui, il faut lui envoyer dardard là. Il n'y a plus que la nuit pour le lire. Dans 2 minutes, 19h.